audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Et si on se filmait en pleine action? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est génial. C'est la meilleure idée de ta vie. Chérie, faut que t'effaces cette vidéo. Oui, je l'effacerai, promis. N'oublie pas, hein. Non, j'oublierai pas. Merde! I've made mistakes in my life, for sure. It was very hurtful. Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. It was devastating for the whole family. Je veux pas gâcher ta fête, tu vas trouver ça bête, jeter sur le net. It's hard because I'll have to live with that for the rest of my life. Je savais qu'à un moment donné, elles allaient sortir ces photos. Ça sort au moment où je suis en compétition et c'est compliqué à vivre parce que pour moi, c'est comme un viol. Comme la plupart des garçons qui ont été adolescents entre les années 90 et 2000, j'ai assisté en direct à la révolution de l'accès aux images qu'on qualifiera pudiquement d'explicites, c'est-à-dire sexuelles, pour être clair. En un claquement de doigts, on est passé des VHS et des magazines à Internet. Je vous laisse imaginer le choc culturel. Mais une chose cependant n'a pas varié, outre l'hétéronormativité galopante de ces industries, c'est le fait de voir surgir régulièrement des images volées, des images de célébrités, souvent captées dans leur intimité et diffusées massivement. De la VHS donc de Pamela Anderson aux vidéos de Paris Hilton, le mécanisme était le même. Et la sextape, puisque c'est le terme consacré, a été et est encore une figure récurrente de l'espace médiatique au sens très très large. Mais d'où elle vient, cette fascination pour les sextapes? Comment s'est-elle construite? Et qu'est-ce qu'elle cache au-delà de nos tristes réflexes voyeuristes? C'est ce que s'est demandé pour nous ma camarade Juliette Livartowski, et elle va tenter de percer le temps de 2 épisodes, le mystère de la sextape. Je suis Thomas Rozek, et vous écoutez Programme B. Je me rappelle de ces sextapes et ce que j'en avais immédiatement pensé. Je n'étais jamais du côté des victimes. Je les ai même à peu près toutes jugées, considérant qu'elles s'étaient mises dans cette situation sciemment, et ce pour des raisons diverses, faire le buzz, gagner de l'argent, ou simplement chercher la lumière. Et puis, du temps est passé. Toutes ces victimes, si elles n'ont pas toujours parlé de viol numérique, ont du moins témoigné de leur traumatisme. Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian, Benjamin Griveaux, Aya Nakamura, Mathieu Valbuena, Gilles Artigue, le premier adjoint au maire de Saint-Étienne. À première vue, pas grand-chose ne les relie. Pourtant, tous ont vécu la même épreuve, voir leur intimité exposée sur Internet sans leur consentement. Très vite, un mot a pris le dessus dans les médias comme dans nos conversations, le revenge porn. Mais cette expression raconte aussi la manière dont on a regardé ces histoires. Parce qu'en parlant de revanche, on suppose qu'il y aurait quelque chose à venger, qu'il y aurait une faute, que la victime aurait trahi, et que l'auteur de la diffusion n'aurait fait que réparer une injustice. Sauf que ces histoires ne sont pas des histoires de vengeance, ni même des histoires de porno. Dans ces affaires, certains ont mené des batailles judiciaires interminables, souvent sans succès, et puis d'autres ont été écrasés par le cyberharcèlement et l'anxiété numérique. C'est la sextape de Kim Kardashian, c'est la sextape de Paris Hilton, c'est pas la sextape du mec de Paris, je sais même pas leur nom. Première peine, ton intimité dévoilée à ton insu, c'est quand même un acte hyper violent. Et deuxième peine, c'est que tu es pas d'être victime. Les sextapes rendent encore plus célèbres, mais ça veut pas dire que tout le monde ait vu les sextapes en question. On va dire que l'immense majorité des victimes sont des femmes. Elle a été en tête de ligne de plein de choses qu'on analyse aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec d'autres yeux, mais en 95, qui était là pour la défendre? L'histoire de la sextape, épisode 1. Avec cette vidéo, la bimbo entre dans l'histoire. Après Alerte à Malibu et quelques apparitions dans des films de seconde zone, Pamela ne compte que sur sa sextape pour entretenir sa notoriété. Cette vidéo a eu un retentissement incroyable, elle a été vendue à des millions d'exemplaires et ça a même permis à Pamela Anderson de se faire une petite fortune. Et je pense que tout était calculé.
l'enjeu majeur de cette époque-là et de cette affaire-là particulièrement, c'est que c'est une punition méritée pour elle. Pauline Ferrari, journaliste indépendante spécialisée en nouvelles technologies, questions de genre et culture web. C'est-à-dire que on est un peu dans la trajectoire classique de ce à quoi s'attendent à la fois les médias, et notamment les médias à scandale, et d'autre part le public, sur l'avenir quelque part de Pamela Anderson. C'est une jeune actrice qui a posé à moitié nue pour Playboy. Elle passe sa vie en maillot de bain dans la série Alerte à Malibu. Elle a une poitrine imposante. Elle a une image hyper sexualisée de bimbo, blonde et cervelée aussi, parce que ça va avec, dans l'imaginaire collectif. Et donc du coup, le fait qu'il lui arrive ça, on se dit pas « Ah, la pauvre », on se dit « Ah, on était sûr que ça allait arriver », ou en tout cas, ça fait partie un peu du perso, voire il y a un truc de bien fait pour elle. Il y a vraiment cette volonté de trouver quelque chose pour la faire tomber, cette jeune fille-là. Surtout quand tu regardes un petit peu les archives de l'époque, c'est une jeune fille qui a envie de devenir actrice, qui est particulièrement sympa avec les médias, qui est très gentille, qui répond à toutes les questions, y compris les questions très gênantes, très sexualisées, très embarrassantes. Et en fait, il n'y a pas moyen de pouvoir la piéger autrement, et là c'est l'occasion parfaite. Et bien sûr que dans des rôles très stéréotypés de genre, au final, son époux est juste quelque part cette image de Don Juan. Il a des exploits sexuels à tel point qu'il se filme, et donc waouh, il est impressionnant. En plus, lui, il a cette image de il fait partie d'un groupe de rock. C'est vraiment le sex, drogue and rock'n'roll, quoi. Là où elle, c'est juste la chute d'une bimbo. Et déjà dans les années 90, comme bien avant et bien après, pour les femmes connues et pour les femmes tout court, il n'y a que deux voies, soit la sainte, soit la pute, et elle tombe dans cette deuxième catégorie. C'est la coupable idéale, on peut même pas dire que c'est la victime idéale, c'est la coupable parfaite parce que c'est de sa faute. Elle aurait jamais dû s'afficher comme ça, elle aurait jamais dû se faire filmer comme ça. Donc c'est intéressant parce que sur les violences sexuelles, c'est Julia Foss qui dit que c'est parmi les seuls types de crimes où les victimes se sentent plus coupables que les coupables. C'est elle qui est mise en avant comme responsable et non pas la personne qui a diffusé la vidéo ou même son conjoint qui aurait pu peut-être inciter à faire cette vidéo. C'est elle la coupable parce qu'elle s'est montrée nue et en train de performer des actes sexuels, quoi. La nouveauté avec la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, c'est qu'effectivement, c'est diffusé sur Internet. Jamil Daklia, sociologue des médias à l'université Sorbonne Nouvelle. Donc oui, c'est un climat particulier, c'est un tournant. On ne peut pas dire que cette sextape toute seule effectue ce tournant, mais c'est un ensemble, un virage dans les mentalités, on va dire, et dans le rapport à la sexualité mise en scène. People from around the world joined the internet to view the Anderson Lee sex tape, causing a cyber traffic jam on multiple websites. Their most intimate moments took the web by storm. Viewed by millions of strangers. The private affairs are now a public record. The world's most famous sex icon. You know what my favorite part of that video is? Doesn't she have the prettiest vagina? A pussy taking a pounding like that? Image she cheerfully exploits on television. Que ce soit Paris Hilton ou Pamela Anderson, ces personnalités féminines ont été d'une certaine manière déshumanisées. On les a vues comme de simples objets, on a inféré de leur comportement que c'était pour augmenter leur notoriété, parce qu'on sait bien que toute publicité, même mauvaise, est bonne à prendre, et donc c'est comme ça, c'est ce cadrage-là qui s'est imposé immédiatement. Et on n'a pas vu les coulisses en réalité de ce qui s'était passé, et on n'a pas été choqué non plus par le traitement médiatique par la suite. Quand on analyse effectivement, et à l'époque personne n'avait pris la peine d'analyser, on se rend compte que c'est toujours à l'initiative d'hommes, soit dans le couple, soit extérieur au couple, que cette diffusion a été faite, qu'on n'a absolument pas donné la parole aux femmes concernées, et que surtout, immédiatement, il y a eu une forme de slut shaming. C'est tout simplement qu'on considère qu'une femme qui exprime sa sexualité, bon gré ou mal gré,
est une salope. Et donc, elle mérite d'être jugée. On la rend responsable. Là où, par exemple, leurs partenaires de sextape, eh bien, on louait plutôt leur virilité, leur performance, ce qui est quand même incroyable. Et ça, Pamela Anderson l'a beaucoup dit, Paris Hilton aussi. Elle parlait de viol numérique, et je dirais double viol numérique, parce que c'est une trahison de la part du partenaire, mais c'est aussi, après, le jugement porté par des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Dans le rapport que nous avons à la célébrité, il y a quelque chose de fondamentalement démocratique. C'est ça le message implicite. C'est-à-dire que leur célébrité, elle est extrêmement fragile. En réalité, elle peut être défaite en un instant. C'est vraiment l'affection qui leur est portée ou la curiosité qui leur est portée par le peuple. Et la conséquence en est que ces célébrités, finalement, ne s'appartiennent plus. Et ça se traduit vraiment dans le cas des sextapes. Le sentiment commun, même s'il n'est pas forcément formulé, c'est que elles appartiennent à la communauté et qu'elles n'ont pas de voix au chapitre, en réalité. Elles sont célèbres, c'est la rançon du succès. Et donc, ce que ça dit, c'est à la fois positif et négatif. Ça dit que personne n'est finalement supérieur aux autres, que nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Mais ça dit aussi que quand on est en position de pouvoir ou de célébrité, on peut tout subir finalement, même des formes de violence. En fait, ce qui s'est passé, c'est si aujourd'hui on a changé de regard sur ce phénomène des sextapes, c'est que entre-temps, il s'est produit MeToo. Et que on est vraiment beaucoup plus attentif, beaucoup plus conscient des mécanismes patriarcaux qu'il y avait derrière ce type de phénomène. Mais si effectivement aujourd'hui on regarde ces affaires différemment, il n'empêche qu'on conserve des biais assez genrés selon que la victime est une femme ou un homme. Quand la vidéo de Benjamin Griveaux, à l'époque candidat LREM à la mairie de Paris, a fuité, on a parlé d'atteinte à la vie privée, de scandale politique, d'un homme trahi, victime d'un complot. Mais quand il s'agit d'une femme, c'est forcément du marketing ou de l'inconscience, comme si, au fond, elle l'avait un peu cherché. Autrement dit, pour une même violence, c'est-à-dire la diffusion d'images intimes sans consentement, le regard change radicalement. L'un est une victime digne, l'autre une coupable qui l'a bien méritée. Là où les femmes, il y a vraiment ce coup de couperet en mode elle l'avait bien cherché, on s'y attendait et tout. Pauline Ferrari. Les hommes, il y a un traitement un peu plus complexe. Dans certains cas, il va y avoir un truc d'essayer d'expliquer qu'en fait, ils se sont fait piéger par des femmes. Donc ça réactive aussi des narratifs très misogynes, surtout quand on parle d'hommes qui ont une certaine notoriété, qui ont un capital financier, on va dire, assez important, notamment des joueurs de foot. Cette idée que c'est forcément des femmes qui ont fait fuiter ces photos, forcément pour l'argent, ça perpétue aussi une espèce de narratif chez certains hommes et certains jeunes hommes que faut se méfier de toutes les femmes, etc. Mais sur les garçons, ce qui se passe, j'ai la sensation, il y a une forme de honte quand même qui est attachée à ça. On peut pas dire que les hommes qui sont victimes de cette divulgation d'images sont encensés en mode waouh, incroyable, on a vu ses parties génitales. Mais il y a beaucoup plus de jugement sur le physique. Le nombre de fois où on a parlé de la taille de l'appareil génital de Benjamin Griveaux, c'est incroyable. C'est difficile de faire une photo avec Benjamin Griveaux parce qu'à chaque fois il disait non. Si vous la voyez arriver. Oui, mais trop tard, elle est lancée. Oui, alors il disait attention, le petit oiseau va sortir, et finalement le petit oiseau sortait, donc la photo n'était pas réutilisable. Enfin, petit oiseau, on n'était pas sur du colibri, on était plus sur du cacatoès, du perroquet, du Sénégal. Ça a été traité, j'ai la sensation, avec pas beaucoup de sérieux, avec très peu d'égards pour les victimes. Mais là où les femmes, elles sont culpabilisées direct, chez les hommes, j'ai la sensation qu'il y a un traitement de l'opinion publique et médiatique comme il est vraiment trop bête, il s'est fait piéger. Benjamin Griveaux, il y avait un peu ça, c'est mais qui fait ça, qui envoie des photos de lui en train de se masturber à sa copine, tout le monde. En fait, il y a ça, c'est que ça aurait pu arriver à tout le monde. Et je pense qu'on ne sait pas le nombre de responsables politiques qui ont des nudes dans plein de téléphones. Et parce que c'est un usage de numérique social. C'est normal, en fait. Internet a révolutionné notre rapport à la sexualité. Et parmi ça, il y a le fait de l'utiliser dans un cadre sexuel, romantique, tout ça.
Donc en fait, c'est pas très étonnant. Ce qui est étonnant, c'est la manière dont ça a été diffusé, c'est la revendication politique qui est avec. C'est ça qu'il faut analyser, qui est intéressant. Et aussi de reconnaître que Benjamin Griveaux a été victime de ce que dirait la loi de revenge porn. Et ça, il y a très peu de médias qui l'ont souligné. Et la preuve maintenant, c'est quelqu'un qui a disparu en fait de l'espace politique et médiatique parce que ça amène de la honte. Et ce qui ramène à ça, c'est que homme comme femme, il y a cette idée que la sexualité c'est honteux. Ce que je trouve intéressant avec Griveaux, c'est que il en a payé de sa carrière d'une certaine manière. Bérengère Stassin, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Mais j'ai pas entendu beaucoup d'insultes. Il s'est pas fait taxer d'homme facile ou, j'imagine que l'impact sur sa vie, je sais pas, je me doute que même pour un homme, ça doit pas être facile à vivre du jour au lendemain, ta sexualité soit exposée comme ça. Mais à aucun moment on a remis en question ses mœurs, sa respectabilité. Dans le cas de Benjamin Griveaux, il y a une attention particulière des médias dits de référence. Jamil Daklia. Parce qu'en fait, on a la collision entre deux univers, entre deux économies de la grandeur. Il y a d'un côté l'économie, on va dire people, où ce qui compte, c'est la beauté, la morale, la richesse éventuellement, et qui sont des critères d'évaluation. Et puis, il y a le côté politique, l'économie politique de la grandeur, où là, ce qui compte, c'est ce que les politiques font dans l'intérêt général pour faire évoluer la société. Et il y a un télescopage qui se produit avec l'épisode de ces images sexuelles de Benjamin Griveaux qui sont diffusées via Internet. Et à partir de là, les médias dits sérieux se sentent autorisés à en parler, se posent la question de ce que ça peut avoir comme implication dans l'intérêt général, là encore. Dans le cas de Benjamin Griveaux, c'est Piotr Pawlenski, la personne qui a diffusé les photos en question, une capture d'écran en fait, a prétexté que c'était pour dénoncer une forme d'hypocrisie entre les idées professées, les valeurs professées qui étaient celles des valeurs familiales traditionnelles, et puis un comportement qui ne s'inscrit pas véritablement là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui est très courant. Mais l'autre problème que je vois, et qui, je pense, a ruiné la carrière politique de Benjamin Griveaux, c'est que quand on est un homme ou une femme politique, on est censé être dans l'action, dans la proposition, dans le sérieux aussi, et que ces images, finalement, d'abord l'objectifient. Ce n'est plus un sujet, il ne peut pas être un sujet politique, et ces représentations-là viennent polluer tout propos, toute action par la suite qui peuvent être les siens. Mais c'est vrai que pourtant on est 5 ans après, Benjamin Griveaux, cette affaire, on ne l'a pas oubliée. Pauline Ferrari. Et c'est des choses qui continuent encore à tourner, c'est devenu un sujet de blague, un sujet de mème. Donc ça montre à quel point ça a eu un impact culturel aussi sur Internet, qui est assez phénoménal, quoi. Et c'est bien ce qu'on a tous pensé un jour. Mais pourquoi ces célébrités ont-elles accepté de se filmer ? Pourquoi elles ont envoyé ces photos ? Elles auraient dû se douter que ça pouvait fuiter. Le problème, c'est donc le contenu, et pas la trahison, ni la violence, ni la diffusion sans consentement. S'opère alors un schéma qu'on connaît trop bien dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. La honte et la faute reviennent à la victime, justifiant l'humiliation publique, histoire que ça leur serve de leçon. Sauf que dans le cas des sextapes, la douleur est imprescriptible, puisque sur Internet, ces images ne disparaissent pas, elles restent, elles circulent et peuvent se copier à l'infini. En fait, elles sont indélébiles. Un exemple que je donne toujours, qui est devenu un cas d'école, Ormanodou. Bérengère Stassin. Grande nageuse française qui, en 2007, envoie une série de photos intimes à son petit ami ou son ex-petit ami de l'époque. Et même chose, c'est vraiment comment une nageuse de talent peut-elle envoyer des photos de la sorte. Dans une autobiographie, elle dit finalement j'étais en train de charger le flingue, peut-être pas comme ça, mais avec lequel il allait m'abattre. Et ce qui est intéressant, c'est que 10 ans après, Booba, dans une chanson intitulée Salside, cite « Tu vaux rien comme un selfie de la chatte à l'Ormanodou ». Et là, c'est intéressant parce que deux possibilités. Tu te souviens de cette histoire parce que voilà, tu avais déjà un certain âge en 2007, donc tu peux te dire « Ah oui, c'est vrai, je me souviens ».
je vais regarder sur Google s'il y a encore des... Voilà, et on sait très bien que le web n'oublie pas et que à partir du moment où X personnes font la même requête dans la même journée, les photos ressortent, ou des personnes qui peuvent se dire mais c'est quoi cette histoire ? C'est qui l'Armadodou ? Les photos ressortent. Booba, invité par le grand Cyril Hanouna sur une chaîne qu'on citera pas, lui dit, donc Cyril Hanouna lui dit mais tu te rends compte qu'avec ta chanson, tu as fait ressortir les photos. Première réponse de Booba. Ça, c'est une vanne, c'est pas méchant. C'est une vanne, c'est ça. Réponse classique que les adolescents peuvent faire aussi. C'est pour rire, c'est pas bien méchant. Donc Hanouna continue. Deuxième réponse, et là, tout est dit. Qu'elle a sa chatte sur Internet, faut qu'elle assume, c'est tout. Voilà. C'est vrai que vu comme ça... Le gros souci, c'est que 10 ans après, alors que cette histoire est derrière elle, elle est passée à autre chose. On n'en parle plus, elle continue sa vie, etc. Elle est à nouveau, d'une certaine manière, victime de cyberviolence, de cyberharcèlement, parce que c'est reparti, oui, mais... C'est une fille facile, elle n'avait pas besoin de faire ça, qu'elle se plaigne pas si les photos sont encore là. Et ça, pour définir le cyberharcèlement, c'est intéressant parce qu'on dit que le harcèlement, ce sont des violences répétées. En contexte numérique, ça peut être parfois juste une cyberviolence une fois par une personne, mais dès lors en fait que c'est publié en ligne, c'est traçable. Le cyberharcèlement, il émane aussi du fait que les contenus numériques ne s'effacent jamais. C'est la plus grosse crainte des victimes en fait, et c'est la plus grande angoisse, et c'est pour ça qu'en fait elles dormiront jamais sereinement. Émilie Graal, autrice du documentaire Ennemi intime, et réalisatrice. Les photos et les vidéos sont toujours là. Donc en fait, c'est... Ouais, c'est ça, c'est cette... C'est à vie. C'est à vie. Et c'est vertigineux pour les victimes. La suite au prochain épisode.